Par l'occasion, à remercier toute personne qui a participé à l'organisation et à la réussite de ce congrès. Donc, mon intervention concerne l'hyperaldostéronisme primaire. Pourquoi et comment faut-il renforcer son dépistage et quels sont les moyens à mettre en œuvre pour améliorer son efficacité? L'hyperaldostéronisme primaire connaît ces dernières années un regain d'intérêt croissant, et ceci grâce aux avancées dans sa compréhension et son diagnostic. Cependant, en réalité, l'hyperaldostéronisme persiste à être une pathologie qui est largement sous-diagnostiquée, sous-traitée, alors qu'elle est associée à une surmorbidité et mortalité cardiovasculaire qui peut être prévenue par une prise en charge spécifique. Notre objectif dans cette présentation est de sensibiliser les praticiens à la pathologie, de souligner l'importance du diagnostic précoce et de renforcer, d'optimiser la méthode de dépistage par une procédure qui est simple, qui est flexible et qui est applicable en pratique. Donc l'hyperaldostéronisme correspond ou est caractérisé par une hyperproduction d'aldostérone par la corticocérébrale. Cette hyperproduction est autonome, elle est indépendante de l'arénine et elle est non freinable. Donc ceci va entraîner une activation accrue des récepteurs minéralocorticoïdes qui va entraîner une activation accrue des récepteurs minéralocorticoïdes qui va entraîner une réabsorption accrue de sodium, d'eau, et va entraîner une expansion volumique, une élévation de la pression artérielle. Ce processus est actif et s'accompagne par une perte d'ion potassium. Nous avons également une activation des récepteurs minéralocorticoïdes extra-rénaux, notamment cardiaques et vasculaires. Ceci va favoriser les phénomènes de fibrose, de remodelage, d'inflammation, d'insulino-résistance. Tous ces facteurs vont contribuer à l'augmentation du risque cardiovasculaire, à l'augmentation du risque métabolique et rénal, et ceci en partie indépendamment de l'élévation tensionnelle. Donc pourquoi le regain d'intérêt à l'hyperaldostéronisme primaire? D'abord, l'argument de fréquence. La prévalence de l'hyperaldostéronisme primaire chez les hypertendus en soins primaires, elle est de 6%. Et elle est de 11% dans les centres de référence d'hypertension artérielle. Et il faut savoir que cette prévalence augmente avec la sévérité de l'hypertension artérielle et atteint jusqu'à 20% dans l'HTA grade 3. Une étude de publication récente montre encore une ampleur encore plus importante à cette pathologie, avec des prévalences estimées respectivement dans l'hypertension artérielle grade 1 et grade 2 de 15 et 20%. Donc l'hyperaldostéronisme primaire est la cause la plus fréquente d'hypertension artérielle secondaire de l'adulte. Le deuxième argument, c'est l'argument de gravité. L'hyperaldostéronisme primaire, dans cette méta-analyse de 31 études qui a inclus 3838 patients avec hyperaldostéronisme primaire comparé à une population témoin avec une hypertension artérielle essentielle, l'hyperaldostéronisme primaire multipliait le risque d'AVC avec un odds ratio de 2,5, de fibrillation atriale avec un odds ratio de 3,5, de coronaropathie avec un odds ratio de 1,7, d'insuffisance cardiaque avec un odds ratio de 2 et de syndrome métabolique avec un odds ratio de 1,5. Également dans cette autre étude, qui est une étude rétrospective qui a suivi une cohorte de 602 patients avec hyperaldostéronisme primaire comparée à une population avec une hypertension artérielle essentielle, la mortalité était significativement plus élevée dans le groupe hyperaldostéronisme primaire, et cette morbimortalité cardiovasculaire, elle est en partie indépendante de la pression artérielle. Le troisième argument, c'est l'argument de réversibilité. En effet, lorsque la sécrétion, l'hyperproduction d'aldostéronisme est latéralisée au niveau du surrénal, le traitement chirurgical permet une guérison définitive dans 37% des cas. Et les facteurs prédictifs de cette guérison sont la jeûne, une hypertension artérielle de courte durée et essentiellement l'absence d'atteinte rénale, d'où l'importance du diagnostic précoce.
Chez les patients qui ont une sécrétion bilatérale, du fait d'une hyperplasie bilatérale des surrénales, donc ces patients, il faut savoir que lorsqu'on les traite par les antagonistes minéralocorticoïdes type aldostérone et que la posologie n'est pas suffisante, ces patients gardent une surmortalité cardiovasculaire par rapport aux patients avec une hypertension artérielle essentielle. Par contre, lorsqu'on met un traitement avec une posologie adaptée et on traite efficacement, c'est-à-dire qu'on lève le freinage de la rénine et que l'activité rénine devient supérieure à 1 nanogramme par millilitre par heure, la morbidité cardiovasculaire de ces patients rejoint ceux de l'hypertension artérielle essentielle. Donc, il faut faire un diagnostic précoce. Le diagnostic précoce repose sur le dépistage. Donc, le dépistage est recommandé en cas d'hypertension artérielle résistante, en cas d'hypertension artérielle grade 3, en cas d'hypertension associée à une hypokaliémie, à un syndrome de l'apnée obstructive du sommeil, en cas d'incident à l'homme, en cas d'AVC chez l'hypertendu jeune et en cas d'antécédents familiaux du premier degré d'hyperaldostéronisme primaire. Et on a associé également récemment la fibrillation atriale inexpliquée chez le patient hypertendu. Cependant, du fait de la fréquence et les enjeux sur le risque cardiovasculaire de ce syndrome, beaucoup d'experts préconisent un dépistage systématique chez les patients hypertendus et cette recommandation a été retenue par les dernières guidelines de l'ESC 2024. Mais en réalité, qu'est-ce qui se fait sur le terrain? Donc il faut savoir que sur le terrain, le dépistage, il est rarement fait, et ceci de par le monde. Donc cette étude de publication récente, en 2021, donc 269 000 patients avec HTA résistante. Et le dépistage de l'hyperaldostéronisme primaire ne s'est fait que de moins de 2%. Donc c'est une chose qui est loin de se faire. Ceci est expliqué en partie par le manque de sensibilisation des praticiens, la complexité du protocole de mesure, l'hétérogénéité des tests diagnostiques, la peur d'arrêter le traitement antihypertenseur ou de le changer chez des patients qui sont à haut risque, la difficulté de l'interprétation des dosages. Donc c'est pour cela que beaucoup d'experts actuellement recommandent de renforcer la compréhension et l'interprétation du test de dépistage et de simplifier le protocole de mesure par une approche plus flexible qui permet de dépister ces patients. Donc le dépistage de l'hyperaldostéronisme primaire repose sur le dosage simultané de deux hormones, l'aldostérone plasmatique et la rénine plasmatique, et de faire le rapport aldostérone sur rénine plasmatique. La rénine, on va la doser selon deux méthodes. La méthode de référence reste l'activité rénine plasmatique, mais actuellement, plus récemment, on a une autre méthode qui est la concentration plasmatique de rénine, qui est une méthode plus facile à réaliser, moins coûteuse et qui est testée actuellement non inférieure. Donc la rénine est typiquement freinée dans l'hyperaldostéronisme primaire avec une activité qui est inférieure à 1 nanogramme par millilitre par heure et une concentration plasmatique qui est inférieure à 2 à 8 milliunités par litre. Concernant l'aldostérone, il faut savoir que c'est une hormone qui a une sécrétion qui est pulsatile et qui a une large variabilité interindividuelle, mais également chez la même personne au cours de la journée, et qui est influencée par de nombreux facteurs, par les médicaments, par le régime alimentaire, par le stress, par la posture. Donc, elle seule, elle a peu de valeur diagnostique. Cependant, lorsqu'on la combine avec la rénine et que la rénine est freinée et l'aldostérone plasmatique est supérieure à 15 nanogrammes par décilitre élevé, ce test est considéré positif en faveur de l'hyperaldostéronisme primaire. Par contre, lorsqu'elle est normale, inappropriée à la rénine, donc ici on n'arrive pas à exclure le diagnostic. Donc un rapport aldostérone sur rénine plasmatique supérieur à 20, a fortiori si on a un taux d'aldostérone plasmatique supérieur à 10 nanogrammes par décilitre, est en faveur d'un test positif.
Cependant, augmenter la fiabilité de ce test, de ces résultats, il faut suivre certaines précautions dans la réalisation de la mesure. Donc, il est recommandé, d'accord, de faire le dosage chez des patients qui sont sous régime normosodé. Il ne doit pas être trop restrictif en sel, parce que lorsqu'il est trop restrictif en sel, il va augmenter la rénine et ça va favoriser les faux négatifs. Également, les patients ne doivent pas être sous régime très sodé, riche en sel, parce que cela va entraîner un freinage de la rénine et ça va favoriser les faux positifs. On doit également corriger l'hypocalémie avant le test, parce que l'hypocalémie, elle va freiner le taux d'aldostérone et elle va favoriser les faux négatifs. Et il faut arrêter tous les médicaments qui ne sont pas essentiels, un arrêt transitoire de certains médicaments qui risquent d'influencer ce dosage, notamment les contraceptifs oraux, les anti-inflammatoires, certains antidépresseurs. Il faut également accompagner le dosage par un ionogramme sanguin et urinaire le jour du prélèvement pour favoriser l'interprétation ou faciliter l'interprétation des résultats. Et bien sûr, concernant le traitement antihypertenseur, il est recommandé d'arrêter les antagonistes minéralocorticoïdes, donc l'aldactone, l'amyloride, les plérénones, 4 semaines avant de réaliser le test. Et à moindre mesure, les IEC ARA2 à forte dose 2 semaines avant le test. Cependant, dans l'impossibilité d'arrêter ces médicaments en toute sécurité, il faut réaliser le rapport, il faut faire le dosage sous traitement, même sous aldactone, et interpréter ce rapport fonction d'accord, des facteurs interférents. Donc, la première chose, le premier paramètre qu'on va observer dans ces analyses, c'est le taux de rénine. Si la rénine, elle est non freinée, c'est-à-dire que l'activité rénine, elle est supérieure à 1 nanogramme par millilitre par heure. Dans ce cas, on va voir si le patient, il est sous antagoniste des minéralocorticoïdes, type aldactone. Si le patient, il est sous antiminéral, s'il n'est pas sous antagoniste minéralocorticoïde, on va dire que le test est négatif. D'accord, d'emblée, on va dire que le test est négatif. Par contre, si le patient il est sous antagoniste minéralocorticoïde, là, on va arrêter et refaire d'accord, les dosages sans traitement. Par contre, lorsque la rénine elle est freinée, d'accord, c'est-à-dire une concentration qui est inférieure à 1 nanogramme par millilitre par heure, ici, on prend en considération le test, qu'il soit ou pas sous anti-hypertenseur et n'importe quel anti-hypertenseur. Donc, une fois la rénine elle est freinée, on prend en considération le test. Et là, on va voir le deuxième paramètre qui est l'aldostérone. Si l'aldostérone elle est supérieure à 30 nanogrammes par décilitre, c'est-à-dire très élevée, ou si elle est entre 20 et 30, associée à une hypocalémie. Ici, d'emblée, le test il est positif, d'accord, et on va directement typer, on retient le diagnostic sans test de confirmation et on va typer l'hyperaldostéronisme primaire. Si l'aldostérone elle est inférieure, donc elle est à base inférieure à 5 nanogrammes par décilitre, ici le diagnostic il est peu probable et le test est considéré comme négatif. Par contre, lorsque l'aldostérone elle est entre 5 et 15, d'accord, donc un peu élevé, normal, inapproprié au taux de rénine, ici on va faire le test de confirmation, d'accord, donc on va envoyer le patient en consultation spécialisée pour faire ce test de confirmation qui n'est pas un test difficile. On va donner une charge orale IV ou de préférence orale pendant 3 jours de sel, donc une alimentation riche en sel, et on va doser l'aldostérone plasmatique. Si on trouve que l'aldostérone plasmatique reste supérieure à 8,5 nanogrammes par millilitre, c'est-à-dire elle reste élevée, le test est considéré comme positif et on retient le diagnostic et on fait donc le typage, donc c'est d'accord de l'hyperaldostéronisme primaire. Si d'accord, le test des freinages montre une aldostérone qui est freinable, c'est-à-dire que son taux est inférieur à 8,5, là, d'accord, on va dire que le test est négatif
Et là, on ne peut pas également exclure le diagnostic. Hein, d'accord? On va dire que juste le test est négatif et on peut le refaire si la suspicion reste élevée. Et c'est pratiquement la même chose lorsqu'on a une hyperaldostéronisme, un aldostérone supérieur à 15. Hein, d'accord? On considère le test positif, mais on le confirme par un test de charge sodée. Donc, en conclusion, je dirais que l'hyperaldostéronisme est un syndrome fréquent, jouant un rôle clé dans le développement de l'hypertension artérielle et des maladies cardiovasculaires. En encourageant le dépistage et en simplifiant les procédures de dépistage, il sera possible d'instaurer un traitement spécifique aux patients avec hyperaldostéronisme primaire qui peuvent réduire le risque cardiovasculaire. Voilà, je vous remercie.